L'appartement était bien trop silencieux pour un homme qui prétendait aimer sa famille. Nathalie le remarqua au cœur de la nuit, alors qu'à l'extérieur, Paris frémissait encore, vivante. Mais leur appartement haussmannien du 16e arrondissement semblait sonner creux. Les lumières étaient tamisées, exactement comme Christophe les préférait. Les immenses miroirs et les fenêtres reflétaient les toits parisiens tel un mensonge poli. Parfait, distant, intouchable. Christophe n'était pas rentré. Aucun message, aucun appel en absence, aucune excuse nécessitant d'être corrigée. Nathalie était assise seule devant l'îlot en marbre de la cuisine, son ordinateur portable fermé, son téléphone posé face contre table à côté d'une tasse de café froid. Elle n'était pas en colère. Pas encore. Ce qui s'installait dans sa poitrine était quelque chose de bien plus dangereux. La lucidité. Depuis des années, elle avait appris à décrypter les schémas. Les réunions tardives qui n'apparaissaient jamais sur les agendas. Les voyages d'affaires qui ne correspondaient pas au planning du conseil d'administration. La façon dont la voix de Christophe s'adoucissait uniquement lorsqu'il pensait que personne d'important n'écoutait. Cette nuit, ces schémas s'alignaient avec trop de précision pour être ignorés. Pourtant, elle ne chercha pas à le géolocaliser. Elle n'appela aucun hôtel. Elle ne fit pas défiler les réseaux sociaux dans l'espoir d'apercevoir l'ombre d'une femme à l'arrière-plan de la photo d'un inconnu. Au lieu de cela, Nathalie ouvrit son ordinateur. Il y avait un unique document auquel elle n'avait pas touché depuis des mois. Un fichier simple, sans titre dramatique, sans vocabulaire émotionnel, juste des faits, des dates, des décisions, des signatures. Elle relut une ligne, puis une autre. Ses doigts planèrent au-dessus du pavé tactile pendant un long moment. Puis, elle effaça une seule phrase. Ce fut tout. Depuis le couloir, de petits pas feutrés s'avancèrent vers la cuisine. Son fils se tenait là, à moitié endormi, serrant sa couverture contre lui. « Papa travaille encore ?» demanda Mathis doucement. Nathalie s'agenouilla, repoussa les cheveux du garçon en arrière et lui sourit d'une manière à ne pas l'effrayer. « Oui, dit-elle. Retourne te coucher. » Lorsqu'elle le borda, elle resta plus longtemps que d'habitude, observant le lent rythme de sa respiration, mémorisant la sensation de sécurité pendant qu'elle était encore possible. De retour dans la cuisine, l'horloge égrenait les heures avancées de la nuit. Ce fut l'instant précis où Nathalie comprit une chose que Christophe ne saisirait jamais. Un homme qui croit tout posséder n'imagine jamais la nuit où sa femme cesse de l'attendre. Et lorsque Christophe franchirait enfin cette porte le lendemain matin, il n'aurait aucune idée qu'il avait déjà perdu bien plus qu'un mariage. Christophe rentra juste après l'aube, exhalant une odeur de savon de luxe et d'impatience. Nathalie entendit la clé tourner dans la serrure avant d'entendre ses pas, un son tranchant dans l'appartement silencieux. Il marqua une pause, comme s'il répétait des excuses qu'il ne prononcerait jamais. Sur l'îlot de la cuisine l'attendait une unique enveloppe, en papier crème, au bord net, son nom centré, dactylographié, précis. Christophe fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, déjà agacé. Nathalie se tenait près de la fenêtre, observant la ville pâle, presque en deuil. « C'est ce qui vient ensuite, répondit-elle. Il rit. Un rire bref et désinvolte. Il ouvrit l'enveloppe. Des papiers de divorce. Signés, datés, sans aucune trace de colère. Définitif. Pendant une seconde, son assurance vacilla. Puis elle revint, plus lourde encore. « Tu penses que ça m'effraie ?» dit-il. « Tu n'as aucun moyen de pression, Nathalie. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'avocat. » Elle se tourna lentement. Sa voix demeura parfaitement égale, tranchant soudain avec la familiarité passée. « Je n'ai pas besoin de la peur pour être efficace, Christophe. Et à partir de maintenant, nous nous vous voirons. » Le téléphone de Christophe vibra, un message qu'il ignora. Il reposa les documents comme s'il s'agissait d'un vulgaire désordre. « Vous allez le regretter, » dit-il, acceptant le défi de cette nouvelle distance glaciale. « Je peux vous détruire d'un seul coup de fil. » Nathalie hocha la tête une fois, comme si elle approuvait un bulletin météorologique. « Vous avez déjà essayé. » Il fit un pas de plus, baissant la voix. « Vous partirez avec rien. Je m'en suis assuré. »« Je sais, » répondit-elle. Cette certitude le déstabilisa. Il balaya la pièce du regard, cherchant un drame. Des larmes, quelque chose à dominer. Il n'y avait rien, seulement de l'espace. Depuis le couloir,
La porte de la chambre de Mathis s'entr'ouvrit. Nathalie leva doucement une main. « Reste dans ta chambre, mon chéri, dit-elle doucement. La porte se referma. Christophe ricana. Mêler un enfant à ça maintenant? Je l'en tiens à l'écart, rectifia Nathalie. Il y a une différence. Il rassembla sa veste. Mon avocat vous enterrera. Utilisez qui vous voulez, répondit-elle. Évitez juste de reprendre celui de l'année dernière. Il se figea. Quoi? Elle ne s'expliqua pas. Elle plaça le stylo à côté de l'enveloppe, l'alignant avec soin. Signez quand vous serez prêt. Ou ne signez pas. Cela ne change rien. Christophe partit sans un mot de plus, peu convaincu que ce silence signifiait une capitulation. Nathalie attendit que le carillon de l'ascenseur retentisse. Puis, elle s'assit, ouvrit son ordinateur portable et appuya sur « Envoyer » pour un message rédigé des mois auparavant. La lumière matinale inonda la pièce. La guerre avait commencé. La vérité n'arriva pas avec des preuves, des captures d'écran ou des affrontements. Elle arriva discrètement, enveloppée dans la voix d'un enfant qui ne savait pas mentir. Cet après-midi-là, Nathalie vint chercher son fils à l'école plus tôt que d'habitude. Il était assis sur la banquette arrière, balançant ses jambes, fredonnant un air qu'il avait appris en cours de musique. La ville défilait autour d'eux, les feux de circulation, les piétons, le pouls régulier de la vie parisienne continuant comme si rien n'avait changé. « Maman, dit-il soudain, regardant par la fenêtre. Papa a une odeur différente dernièrement. » Les mains de Nathalie se crispèrent sur le volant. Elle ne se retourna pas, différente comment? Comme le savon de l'hôtel, dit-il. Celui avec l'étiquette dorée. Son cœur rata un battement. Une douleur vive mais contenue. Christophe avait toujours pensé que les enfants ne remarquaient rien. Il avait tort. « Quand as-tu senti ça ?» demanda-t-elle, gardant un ton léger. Le garçon haussa les épaules. La nuit où il n'est pas rentré. Il m'a fait un câlin le lendemain matin avant l'école. Il a dit qu'il était fatigué. Nathalie sentit quelque chose s'ancrer en elle. Ni douleur, ni choc. Une confirmation. De retour à la maison, elle prépara le dîner comme d'habitude. Pas de larmes, pas de mains tremblantes. La routine était une forme de protection. Pendant que les pâtes bouillaient, son fils, assis au comptoir, dessinait avec des crayons de couleur. Il brandit un dessin. « Ça c'est toi », dit-il en pointant une petite silhouette avec une cape. « Ça c'est moi, et ça c'est papa, mais il est loin. » Nathalie sourit. Le genre de sourire que les mères apprennent à maîtriser. Pourquoi est-il loin? Le garçon réfléchit soigneusement. Parce qu'il était avec la dame qui rit trop fort. La pièce devint immobile. Nathalie s'accroupit à sa hauteur, stable, contrôlée. « Tu n'as rien fait de mal, dit-elle. Et tu n'as pas besoin de te souvenir de ça. » Il hocha la tête, passant déjà à autre chose. « On pourra regarder un film après. » Oui, dit-elle. Bien sûr. Cette nuit-là, après que son fils se fut endormi, Nathalie s'assit seule dans le salon, les lumières de Paris scintillant au-delà de la vitre, indifférente. Elle repassa les mots dans son esprit, non comme une blessure, mais comme une donnée. La trahison de Christophe n'était plus une suspicion. C'était un fait, et les faits, contrairement aux émotions, pouvaient être traités. Elle ouvrit son ordinateur et ajouta une dernière ligne à son fichier. Pas sur la liaison, sur la chronologie. La chose la plus dangereuse que Christophe avait faite n'était pas de tromper. C'était de sous-estimer la femme qui écoutait quand tous les autres parlaient. Et l'enfant qui disait la vérité sans savoir qu'elle changerait tout. Élodie avait appris à reconnaître la victoire à l'atmosphère. C'était le luxe silencieux de la suite d'hôtels, le genre qui n'avait pas besoin de logo pour s'annoncer. Des fenêtres allant du sol au plafond, de lourds rideaux, une vue sur la ville qui rendait tout ce qui se trouvait en bas beaucoup plus petit. Elle se tenait pieds nus sur le sol frais, enveloppée dans un peignoir qui n'était pas le sien, regardant Christophe attacher ses boutons de manchette dans le miroir. Il avait l'air puissant dans la lumière du matin, détendu, indifférent. C'était à cela qu'elle savait qu'elle gagnait. « Tu n'es pas rentré chez toi la nuit dernière », dit-elle d'un ton désinvolte, testant le poids de ses propres mots. Christophe sourit, sans se retourner. « J'avais des réunions. » Élodie rit doucement, de la façon dont elle avait appris à rire. Légère, non menaçante, agréable.
Elle s'approcha, posant brièvement son menton sur l'épaule de l'homme. Il ne se recula pas. Cela comptait. Dans son esprit, l'avenir se réorganisait déjà. Plus besoin de se cacher. Plus besoin d'attendre. Elle s'imaginait marcher à ses côtés dans les espaces publics, et non plus derrière lui. Elle imaginait la femme qu'elle remplaçait. Silencieuse, invisible, déjà effacée. Christophe vérifia son téléphone. Aucun message de Nathalie. Il le remarqua et se détendit encore davantage. Elle n'a pas lutté, dit-il, presque amusé. Elle a signé. Les mots éclatèrent comme des bulles de champagne dans la poitrine d'Élodie. C'est tout, demanda-t-elle. Juste comme ça? Elle n'a jamais eu le choix. Christophe ramassa sa veste. Aucune promesse, aucune déclaration, mais il n'avait rien besoin de dire. Son calme tenait lieu de promesse. Après son départ, Élodie évolua dans la suite, effleurant les objets comme s'ils étaient les avant-premières d'une vie dont elle s'apprêtait à hériter. Le lit, la table en verre, la vue. Elle se servit du café et fit défiler l'écran de son téléphone, éditant déjà les légendes de photos qu'elle n'avait pas encore publiées. Elle ne remarqua pas ce qui manquait. Aucune mention de délai, aucune discussion sur les avocats, aucune reconnaissance des conséquences. Cet après-midi-là, elle retrouva une amie pour déjeuner et laissa glisser la vérité par bribes. Il quitte sa femme, dit-elle en souriant. C'est compliqué, mais c'est en train de se faire. Son amie haussa un sourcil. Et toi? Élodie hésita juste une seconde. Je suis l'élu, dit-elle finalement. Mais cette nuit-là, de nouveau seule, elle repassa chaque conversation dans sa tête. Pas ce que Christophe avait dit, mais ce qu'il n'avait pas dit. Les hommes puissants, allait-elle bientôt l'apprendre, ne choisissaient pas les femmes. Ils choisissaient la commodité. Élodie avait confondu la proximité avec la sécurité et le silence avec la loyauté. Au moment où elle réaliserait la différence, il serait déjà trop tard. À la fin de la semaine, Nathalie n'avait officiellement plus rien. Ses cartes de crédit cessèrent de fonctionner en premier. Une par une, de manière silencieuse et efficace, comme si l'argent lui-même avait décidé qu'elle n'existait plus. À l'épicerie, le terminal émit un léger bip, refusé. À la pharmacie, le même son, encore refusé. Le caissier évitait son regard, embarrassé pour elle. Nathalie le remercia quand même. De retour chez elle, elle essaya de se connecter au compte joint, verrouillé. Un message l'attendait dans sa boîte de réception, provenant du bureau de gestion de patrimoine de la famille. Poli, répété, sans appel. Tous les accès discrétionnaires avaient été suspendus, dans l'attente d'une clarification juridique. Christophe n'appela pas pour s'expliquer. Il n'en avait pas besoin. C'était ainsi qu'il se battait. Pas avec des cris, pas avec une cruauté qui laissait des traces, mais avec des systèmes. Avec le silence, avec une pression qui forçait les gens à s'effondrer d'eux-mêmes. L'avocat qu'il partageait depuis des années refusa de la représenter. Conflit d'intérêts, dit-il, la voix tendue. Nathalie comprit ce que cela signifiait. Christophe était déjà passé par là. Ce soir-là, elle prépara une seule valise, non pas parce qu'elle partait immédiatement, mais parce qu'elle avait besoin de savoir qu'elle le pouvait. Des documents, des photos, le livre préféré de Matisse, uniquement l'essentiel. La survie exigeait de la clarté. Son fils l'observa depuis l'encadrement de la porte. « On déménage ?» demanda-t-il. « Non » dit Nathalie avec douceur. « Nous faisons juste un peu d'ordre. » Il accepta cette réponse comme le font les enfants, sans la moindre suspicion. Lorsque Christophe revint brièvement pour récupérer d'autres vêtements, il la regarda à peine. « Je laisserai mon avocat gérer la communication, » dit-il. « Vous recevrez les conditions. » Nathalie hocha la tête. « Je m'y attendais. »« Vous feriez bien, » répliqua-t-il. « Vous n'avez plus aucun moyen de pression. » Encore cette expression. Moyen de pression. Il le disait comme une vérité absolue, comme la gravité. Après son départ, Nathalie resta assise à la table de la cuisine bien après que Matisse se fût endormi. L'appartement semblait différent maintenant, plus petit, exposé. Elle s'accorda un instant pour ressentir cela. L'isolement, l'injustice, le déséquilibre total du pouvoir. Puis elle se leva. Nathalie ouvrit son ordinateur portable, alimenté par un réseau Wi-Fi emprunté et une résolution silencieuse.
Elle ne chercha pas la sympathie. Elle ne chercha pas à être secourue. Elle chercha des archives. Car tandis que Christophe croyait qu'elle n'avait aucune issue, Nathalie comprenait une chose qui lui échappait. Une issue n'apparaît pas quand quelqu'un vous la donne. Elle apparaît quand vous vous rappelez où se trouvent réellement les murs et lesquels n'ont jamais vraiment existé. Et 7 ans plus tôt, Christophe était pressé. L'entreprise était en pleine expansion à l'époque. Les investisseurs étaient impatients. Les avocats défilaient dans les salles de conférence en verre, faisant glisser des documents sur des tables polies. Christophe signait la plupart d'entre eux sans lire au-delà de la première page. C'était son habitude. La vitesse primant sur la prudence, la confiance sur les détails. Nathalie se souvenait de ce jour avec une clarté absolue. Ils étaient assis côte à côte dans une salle de conseil au dernier étage d'une tour de la Défense, Paris s'étendant lumineuse et ambitieuse sous leurs pieds. Christophe était distrait, vérifiant son téléphone, acquiesçant tandis que quelqu'un expliquait des clauses qu'il jugeait sans importance. Celle-ci est standard, avait dit l'avocat. Juste une formalité. Nathalie avait examiné le document plus longtemps que quiconque dans la pièce. Non pas parce qu'elle se méfiait de l'avocat, mais parce qu'elle comprenait les gens. Elle savait comment le pouvoir vieillissait. Comment le succès changeait les hommes qui croyaient qu'il durerait toujours. Elle n'avait rien dit. Christophe avait signé. À présent, des années plus tard, Nathalie était assise seule dans un espace de bureau emprunté, faisant défiler d'anciens fichiers sur son ordinateur. Le Wi-Fi était lent, la chaise inconfortable. Mais le document était toujours là, numérisé et sauvegardé dans un dossier que Christophe n'avait jamais ouvert. Ce n'était pas un contrat de mariage. Ce n'était pas une clause de divorce. C'était la raison pour laquelle il l'avait ignoré. C'était un accord interne d'éthique et de gouvernance rédigé lors des premières levées de fonds de l'entreprise. Enfoui dans le jargon juridique se trouvait une disposition qui liait l'autorité exécutive à la conduite personnelle, ciblant spécifiquement les conflits d'intérêts non divulgués et l'utilisation abusive des ressources de l'entreprise. Christophe avait présumé que cela s'appliquait aux autres. Nathalie relut les lignes attentivement, sans colère, avec précision. Les dates concordaient, les frais de voyage, les remboursements non comptabilisés, les réunions d'affaires tenues dans des endroits qui n'avaient rien à voir avec les affaires. Il n'avait pas seulement trahi son mariage. Il avait exposé son entreprise. Nathalie s'adossa à sa chaise, fermant les yeux un instant, non pour célébrer, mais pour se stabiliser. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une conséquence. Elle copia les sections pertinentes dans un nouveau fichier, ajoutant des eurodatages et des références, tout était traçable, tout était propre. Christophe croyait l'avoir dépouillé de tout moyen de pression. Ce qu'il n'avait pas compris, c'était ceci. Le rapport de force ne provient pas toujours de l'argent, des avocats ou de la compassion du public. Parfois, il vient du fait d'être la seule personne dans la pièce à avoir été attentive quand tout le monde était distrait. Nathalie enregistra le fichier et ferma l'ordinateur. Pour la première fois depuis la nuit où Christophe n'était pas rentré, elle s'autorisa un petit sourire intime. Les règles du jeu avaient changé, et Christophe jouait encore selon des règles dont il ignorait qu'elles ne le protégeaient plus. La salle de conseil au dernier étage de la Défense était conçue pour intimider. Des cloisons de verre, une longue table majestueuse. La ville s'étendait sous eux comme une preuve de succès. Christophe était entré dans cette pièce des centaines de fois, toujours certain qu'elle lui appartenait. Ce matin-là, il prit sa place habituelle en bout de table, ajusta sa veste et se prépara à jouer la carte de l'assurance. Il ne remarqua pas immédiatement le silence. Normalement, les conversations bourdonnaient avant le début des réunions. Des banalités, des rumeurs de marché, de discrètes alliances en formation. Aujourd'hui, personne ne parlait. Les regards étaient baissés, les écrans brillaient sans but. Christophe s'éclaircit la gorge. Commençons. La directrice financière n'ouvrit pas la présentation. Au lieu de cela, elle croisa les mains. Avant de commencer, dit-elle prudemment. Il y a quelques questions que le conseil souhaiterait clarifier. Christophe sourit. Bien sûr. Un écran s'alluma derrière lui. Pas des graphiques, pas des projections, des relevés de voyage, des résumés de frais, des dates surlignées en jaune. Le sourire de Christophe se figea. Ces remboursements, intervint un membre du conseil en se penchant en avant. Pouvez-vous expliquer leur classification? Christophe jeta un coup d'œil à l'écran. Hôtel, vol, réservation privée, tous familiers,
tous défendables. Du moins, ils l'étaient autrefois. C'était lié aux affaires, dit-il. Approuvé par les canaux habituels. Une autre voix s'éleva. Approuvé par qui? Christophe marqua une pause. Juste assez longue. La pièce semblait plus petite maintenant. Il le sentit. Le basculement. Pas encore une accusation. Une suspicion. Le genre qui ne s'estompe pas, il y a des divergences, poursuivit la directrice financière. Des lieux qui ne correspondent pas à l'activité des clients. Des chevauchements répétés avec des voyages personnels. La mâchoire de Christophe se contracta. Remettez-vous en question mon intégrité? Personne ne répondit immédiatement. Cela fut pire. L'intégrité n'est pas la question, déclara calmement le président du conseil. C'est l'exposition au risque. Christophe balaya la pièce du regard, cherchant des alliés, des visages qu'il avait promus, des gens en qui il avait confiance. Aucun ne croisa son regard. Nathalie n'était pas là. Cela le déstabilisa plus que les chiffres. Elle aurait dû être sur la défensive, paniquée, à chercher des solutions. Au lieu de cela, son absence semblait délibérée, stratégique. Nous ne tirons aucune conclusion, continua le président. Mais jusqu'à ce que cela soit examiné, certaines autorités seront temporairement réaffectées. Christophe se leva. Vous ne pouvez pas me mettre sur la touche sur la base de spéculation. Sur la base des risques, répondit le président. Le mot frappa durement. Christophe rassembla ses affaires, chaque mouvement contrôlé, chaque respiration mesurée. Il quitta la pièce sans se retourner. Dans l'ascenseur, son reflet le fixait. Élégant, puissant, et soudain incertain. Pour la première fois de sa carrière, Christophe comprenait une chose fondamentale. Ce n'était pas un problème privé qu'il pouvait enterrer. C'était le début d'une chute publique. Et il n'avait aucune idée de qui avait poussé la première pièce du domino. Élodie ressentit le changement avant que quiconque ne le lui explique. Cela commença par le silence. Les appels de Christophe devinrent plus courts, secs, distraits. Les messages qui arrivaient autrefois instantanément prenaient maintenant des heures. Lorsqu'ils arrivaient, ils ne portaient aucune chaleur, seulement de la logistique. Occupé plus tard, ne peut pas parler. Au début, elle se disait que c'était temporaire. Les hommes puissants traversaient des tempêtes. Elle s'était attendue à des turbulences. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était de se sentir invisible aussi rapidement. Ils se retrouvèrent pour dîner dans un restaurant calme en bord de Seine. Christophe arriva en retard, le costume froissé, le téléphone déjà à la main. Il toucha à peine à son assiette. « Tout va bien ?» demanda-t-elle avec précaution. « Je gère » dit-il. Le conseil d'administration fait preuve de prudence. « Ça passera. » Élodie hocha la tête, bien que quelque chose se resserrât dans sa poitrine. « Gérer quoi exactement ?» Il la regarda vraiment, et pour la première fois, elle vit du calcul au lieu du désir. « C'est compliqué, dit-il. Tu n'as pas à t'en faire pour ça. » Les mots sonnèrent faux. Elle n'était pas habituée à être congédiée ainsi. Cette nuit-là, seule dans son appartement, Élodie ouvrit son ordinateur et commença à chercher des articles, des dépôts de documents, des bruits de couloirs d'entreprise, rien de définitif, mais assez de fragments pour soulever des questions, réaffectation temporaire, audit interne. Exposition au risque. Son estomac se noua. Elle repensa à l'avenir qu'elle s'était déjà imaginé. Les invitations, les apparitions publiques, le pouvoir discret d'être l'élu. Rien de tout cela n'apparaissait nulle part officiellement. Son nom n'était nulle part, ni rattaché à lui, ni protégé. Le lendemain matin, elle appela un avocat en qui elle avait confiance, posant la question l'air de rien. Si quelqu'un est impliqué avec un PDG pendant une séparation, demanda-t-elle, cela crée-t-il un quelconque statut? Le silence à l'autre bout de la ligne disait tout. Non, répondit l'avocat. Pas sans documentation, pas sans reconnaissance légale. Élodie raccrocha lentement. Cet après-midi-là, elle envoya un message à Christophe. Nous devons parler de la direction que prend tout cela. Le message resta non lu. Pour la première fois, la peur s'insinua en elle. Non pas de le perdre, mais de réaliser ce qu'elle n'avait jamais véritablement possédé. Un accès sans sécurité. Une attention sans engagement.
Une place au premier rang pour assister à un effondrement qu'elle ne pouvait contrôler. Elle repassa chaque conversation, chaque promesse sous-entendue, mais jamais prononcée. Elle avait confondu la discrétion avec de la dévotion, le silence avec une stratégie. Les hommes puissants ne partageaient pas les risques. Ils n'offraient un abri que lorsque cela les avantageait. Tandis que la nuit tombait sur Paris derrière sa fenêtre, Élodie comprit enfin la vérité qu'elle avait fui depuis le début. Elle n'avait pas été choisie. Elle avait été commode, et la commodité est toujours la première chose dont on se débarrasse lorsque les conséquences surviennent. Nathalie n'avait pas prévu de voir Antoine ce matin-là. Elle avait emprunté un coin tranquille dans un espace de coworking au cœur de Paris, le genre d'endroit où les freelances travaillaient avec des écouteurs et où personne ne posait de questions. Son ordinateur était ouvert, ses dossiers soigneusement rangés, un café refroidissant à côté d'elle. Pour la première fois depuis des jours, ses pensées lui semblaient ordonnées. Puis une voix familière prononça son nom. Nathalie. Elle leva les yeux et il était là, plus mûr, les épaules plus larges, les cheveux parsemés de fils gris qui lui allaient bien. Antoine, le dernier homme à avoir vu son travail avant qu'elle ne disparaisse dans le mariage. Ils se dévisagèrent un instant, mesurant le temps écoulé. « Je ne savais pas que tu étais de retour dans cette partie du monde, dit-il. »« Je ne l'étais pas, » répondit honnêtement Nathalie. « Pas avant maintenant. » Ils s'assirent l'un en face de l'autre, l'espace entre calme, sans tension. Antoine ne demanda pas pourquoi elle était là. Il ne mentionna pas Christophe. Il n'offrit pas de compassion déguisée en curiosité. Au lieu de cela, il jeta un coup d'œil à son écran. « Tu organises toujours tes notes de la même façon, » remarqua-t-il. « Les dates d'abord, les sentiments à la fin. » Nathalie s'autorisa un léger sourire. Certaines habitudes survivent. Antoine commanda un café pour eux deux sans demander. Noir, comme elle le prenait autrefois lors des longues nuits passées à préparer des dossiers que personne d'autre ne voulait lire. « J'ai entendu des choses, » finit-il par dire. « Rien de spécifique. »« C'est intentionnel, » répliqua Nathalie. Il acquiesça. « Bien. » Il y avait un soulagement à être comprise sans avoir à jouer la comédie. Antoine avait toujours su quand écouter et, plus important encore, quand ne pas parler. « Tu n'as pas l'air brisé, » dit-il. Pas comme un compliment, juste une observation. « Je ne le suis pas, » affirma Nathalie. « Je me recalibre simplement. » Antoine s'adossa. « Si tu as besoin de recul, j'en ai à t'offrir. Si tu as besoin de distance, je le respecte aussi. » Elle l'étudia un instant, puis referma son ordinateur. « J'aurais peut-être besoin de quelqu'un qui se souvient de qui j'étais avant tout ça. » Son expression s'adoucit, non par pitié, mais par reconnaissance. « C'est pour ça que je n'ai jamais oublié. » Ils ne se touchèrent pas. Ils ne firent aucun projet. Ils restèrent simplement assis. Deux personnes alignées dans le silence après l'impact. Lorsque Nathalie quitta le bureau plus tard, elle se sentit plus légère. Non pas parce que quelqu'un avait proposé de la sauver, mais parce que quelqu'un avait vu sa force sans exiger de preuves. Et cela comptait bien plus qu'elle n'était prête à l'admettre. Christophe remarqua le changement de la manière la plus infime qui soit. Sa carte fut refusée par un service de chauffeur privé qu'il utilisait depuis des années. Pas de façon dramatique. Pas de voix élevée, pas de scandale, juste une pause polie, des excuses discrètes et la demande d'un autre moyen de paiement. Il en rit. Des problèmes informatiques. Les gens paniquaient trop facilement. Mais le schéma ne s'arrêta pas. Plus tard dans la journée, son assistante l'informa que 2 virements de routine avaient été signalés pour vérification. La conformité, dit-elle, procédure standard temporaire. Sa voix était prudente d'une manière qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Christophe ressentit une oppression dans sa poitrine qu'il refusa de nommer. Au bureau, les accès qui étaient autrefois automatiques nécessitaient désormais des confirmations. Son badge fonctionnait toujours, mais les portes s'ouvraient plus lentement. Les autorisations requéraient des validations. Les conversations cessaient lorsqu'il entrait dans une pièce. Ce n'était pas une punition. C'était de la précaution. Dans son bureau aux parois de verre, Christophe passa des appels. Les banquiers d'abord, puis le service juridique, puis un membre du conseil d'administration qu'il considérait comme loyal. Chaque conversation se terminait de la même manière. Mesurée, vague, distante. « Attendons que l'audit soit terminé, disait-il. » Audit.
Le mot résonnait. Ce soir-là, Christophe rentra seul dans son appartement. L'espace lui sembla étranger sans l'ordre silencieux de Nathalie. Il se servit un verre et vérifia son téléphone. Aucun message d'Élodie. Il n'avait pas remarqué à quel moment cela s'était arrêté. Pour la première fois, il ouvrit son ordinateur et chercha son propre nom. Rien de catastrophique encore, mais le vocabulaire changeait, évaluation interne, gestion des risques, préoccupation de gouvernance. Christophe referma violemment l'ordinateur. Il se dit que c'était temporaire. Il avait survécu à pire. Il s'était construit à partir de rien. Un homme comme lui ne s'effondrait pas à cause de quelques documents. Mais sous la confiance, quelque chose d'autre bougeait. Le doute. À l'autre bout de la ville, Nathalie était assise dans un petit espace emprunté, lisant les emails de confirmation un par un. Elle n'avait pas envoyé d'accusation. Elle n'avait pas fait fuiter d'histoire. Elle avait simplement permis aux bonnes procédures de s'enclencher. L'illusion dans laquelle Christophe vivait, celle du contrôle, de l'immunité, se fissurait, non pas sous l'effet d'une attaque, mais d'une exposition. C'était l'arme la plus redoutable. Lorsque Christophe resta finalement éveillé cette nuit-là, fixant le plafond, ce n'était pas à Nathalie qu'il pensait. C'était au sentiment auquel il ne pouvait plus échapper, la réalisation que le pouvoir ne dure que tant que les gens y croient. Et la croyance, une fois ébranlée, ne revient jamais en silence. Nathalie ne demanda pas d'aide. Ce fut l'erreur que tout le monde supposa qu'elle ferait. Au lieu de cela, l'aide arriva de la manière dont elle se présente souvent dans la vie réelle, discrètement, de la part de quelqu'un qui observait depuis plus longtemps qu'on ne l'imaginait. L'appel retentit en fin d'après-midi, d'un numéro qu'elle ne connaissait pas. Nathalie laissa sonner une fois avant de répondre. Nathalie, dit calmement un homme. C'est Bernard. Elle se redressa légèrement. Bernard était un membre doyen du conseil d'administration de l'entreprise de Christophe. Conservateur, prudent, réputé pour ne jamais choisir son camp avant que l'issue ne soit évidente. Je vous écoute, répondit-elle. Il y eut un silence au bout du fil. Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. Très bien. Je voulais juste confirmer une chose. Allez-y. Ce n'est pas vous qui avez lancé l'audit de conformité, dit-il. Pas une question, une affirmation. Nathalie sourit faiblement. Non. Une autre pause. Plus longue cette fois. Mais vous saviez que cela arriverait. Oui. Bernard expira lentement, comme s'il relâchait un poids qu'il avait porté seul. C'est bien ce que je pensais, expliqua-t-il sans fioriture. Le conseil avait découvert des incohérences il y a des mois, mais manquait de contexte. Lorsque le dossier d'éthique interne a refait surface, propre, documenté, impossible à rejeter, il leur a donné exactement ce dont ils avaient besoin. Pas un scandale, une procédure. Personne ne souhaite une implosion publique, dit Bernard. Mais nous ne pouvons pas protéger quelqu'un qui est devenu une responsabilité financière. Je ne vous demande pas de le faire, répondit Nathalie. C'est pourquoi j'ai appelé, dit-il. Vous n'essayez pas de tout incendier. Vous laissez simplement la vérité s'imposer. Une fois l'appel terminé, Nathalie resta immobile pendant un long moment. Ni soulagée, ni triomphante, mais ancrée. De l'autre côté de la ville, Christophe sentit que quelque chose avait de nouveau basculé. Des messages restaient sans réponse. Des réunions étaient reportées. Un nom en qui il avait confiance ne retournait plus ses appels. Le sol sous ses pieds ne s'effondrait pas. Il se dérobait. Ce soir-là, Nathalie promena son fils dans le parc près de leur appartement. L'air était frais, le ciel s'assombrissant vers la nuit. Il donnait des coups de pied dans les feuilles mortes, riant, ignorant tous des conseils d'administration, des moyens de pression ou du pouvoir. « Ça va, maman ?» demanda-t-il soudain. « Oui », dit-elle honnêtement. « Je vais bien. » Et pour la première fois, cette réponse ne ressemblait pas à un texte qu'elle répétait. Un allié s'était manifesté. Non par loyauté, non par affection, mais par alignement avec la réalité. C'était plus puissant que l'amitié. Car lorsque la vérité tient par elle-même, elle n'a pas besoin de défenseur.
Elle n'a besoin que de personnes assez courageuses pour cesser de protéger le mensonge. Christophe n'avait pas prévu de voir son fils ce soir-là. La journée l'avait vidé d'une manière pour laquelle il n'avait pas encore les mots. Réunion reportée, appel sans réponse, le sentiment troublant que le socle de son autorité s'amincissait. Il se dit qu'il avait besoin de repos, de distance, de contrôle. Mais lorsqu'il entra dans l'appartement pour récupérer quelques dernières affaires, Mathis était là, assis en tailleur sur le sol du salon, construisant quelque chose avec des blocs dépareillés. « Papa, dit le garçon en levant les yeux. Tu es en avance. Christophe força un sourire. Je viens juste prendre quelques affaires. L'enfant hocha la tête, acceptant la réponse sans suspicion. Il le faisait toujours. Christophe comptait là-dessus, sur le peu que les enfants exigeaient, sur la facilité avec laquelle ils s'adaptaient. Tandis que Christophe se déplaçait dans la pièce, il se sentit observé, pas jugé, observé. Papa, dit encore son fils, plus doucement cette fois. Pourquoi les grandes personnes ont peur quand elles ne parlent plus fort? Christophe s'arrêta. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda-t-il, gardant une voix stable. Le garçon empila 2 blocs avec soin. Avant, tu parlais beaucoup au téléphone. Fort. Maintenant, tu ne le fais plus. Et ton visage a l'air différent. Les mots frappèrent sans accusation, sans intention. C'était ce qui les rendait dangereux. Christophe s'accroupit, cherchant quelque chose de convaincant. Je suis juste fatigué, dit-il. Des histoires de travail. Le garçon l'étudia, les yeux clairs. Maman n'est pas fatiguée comme ça. La poitrine de Christophe se serra. Elle est forte, finit-il par dire. Son fils acquiesça. Ouais, elle n'a pas l'air d'avoir peur. La pièce semblait plus petite, non pas à cause des murs, mais parce que Christophe n'avait plus aucun endroit où poser le pied sans révéler quelque chose. Il se leva trop vite. Je dois y aller. D'accord, dit le garçon. Puis, alors que Christophe atteignait la porte, il ajouta, Papa. Christophe se retourna. Tu n'es pas méchant, dit son fils. Tu es juste en train de perdre. Christophe partit sans répondre. Dans l'ascenseur, les mots résonnèrent non comme une insulte, non comme une honte, mais comme une prise de conscience. Les conseils d'administration remettaient en question la stratégie. Les avocats s'interrogeaient sur l'exposition au risque. Mais un enfant avait nommé la vérité sans aucun agenda caché. Perdre n'avait rien à voir avec l'argent ou la position sociale. Il s'agissait du moment où même les personnes qui vous croyaient invincibles commençaient à voir les failles. Cette nuit-là, Christophe resta éveillé, fixant l'obscurité. Et pour la première fois, la peur ne venait pas de la possibilité d'une ruine publique. Elle venait de la certitude que son fils avait déjà remarqué sa chute. Élodie avait toujours cru qu'elle savait choisir son moment. Cette conviction était la seule chose qui la maintenait calme alors que la nuit tombait sur Paris derrière ses fenêtres. Elle était assise sur le bord de son canapé, téléphone en main, faisant défiler des titres de presse qui évitaient encore de nommer Christophe, mais dansaient assez près pour que cela paraisse dangereux, audit interne, réaffectation temporaire, préoccupation de gouvernance. Rien de tout cela ne semblait définitif. Pourtant, Christophe n'avait pas répondu à ses 3 derniers messages. Ce fut à cet instant qu'Élodie comprit une chose essentielle. Quand les hommes puissants cessent de répondre, ce n'est pas parce qu'ils sont occupés. C'est parce qu'ils décident qui mérite d'être sauvé et qui est sacrifiable. Elle ouvrit un dossier sur son ordinateur. Des captures d'écran, des messages, des reçus, conservés non par malveillance, mais par instinct. Élodie avait toujours su comment se protéger. Elle ne s'attendait simplement pas à devoir se protéger de l'homme dont elle pensait remporter les faveurs. Son téléphone sonna. Le nom de Christophe clignota sur l'écran. Elle répondit immédiatement. Je commençais à croire que tu m'avais oublié. Sa voix était contrôlée, dépouillée de toute chaleur. Nous devons faire attention en ce moment. Faire attention. Pas, nous allons traverser ça. Pas, fais-moi confiance. S'en prennent-ils à toi? Demanda-t-elle. Il pose des questions, dit-il. Ce qui signifie que tu dois rester invisible.
Le mot la frappa plus fort que n'importe quelle insulte. Invisible. Elle répéta, la voix enrouée, après tout ça? Élodie, dit-il sèchement. Ne rends pas les choses plus difficiles. Le silence s'étira entre eux. Puis elle parla plus lentement, délibérément. Tu n'as jamais eu l'intention de m'inclure. Christophe ne le nia pas. C'était la réponse. Une fois l'appel terminé, Élodie ne pleura pas. Elle ne hurla pas. Elle ouvrit son ordinateur et commença à organiser les fichiers avec un détachement professionnel. Si elle devait disparaître, ce ne serait pas sans assurer ses arrières. Le lendemain matin, elle sollicita une consultation avec un conseiller juridique lié au conseil d'administration. Sans accuser, sans dramatiser, juste factuel. Je crois posséder des informations pertinentes pour votre audit, déclara-t-elle calmement. De l'autre côté de la ville, Christophe sentit le basculement trop tard. Une réunion à laquelle il n'était pas convié, un nom qu'il ne s'attendait pas à entendre. Élodie. Au moment où il comprit ce qu'elle avait fait, le récit était déjà en train de changer. Pas une maîtresse jalouse, pas un scandale, un témoin coopérant. Élodie n'avait jamais aimé Christophe. Elle avait aimé la proximité avec le pouvoir. Et quand le pouvoir vacilla, elle fit ce que la survie exigeait. Elle s'écarta de lui, emportant la dernière pièce qui garantissait que sa chute ne serait ni temporaire, ni pardonnable. Le gala de charité à l'Opéra Garnier était censé stabiliser les rumeurs. Des lustres en cristal, des sourires contrôlés, des donateurs et des costumes sur mesure. Tout était conçu pour suggérer la continuité. Christophe arriva en retard comme d'habitude, persuadé que le tempo lui appartenait toujours. Les flashs des photographes crépitèrent. Les applaudissements suivirent par habitude, non par conviction. Nathalie ne figurait pas sur la liste des invités. Cela seul le déstabilisa. À l'intérieur du grand foyer, le programme se déroula sans accroc. Discours sur l'innovation, toast au leadership. Christophe se détendit juste assez pour oublier la tension dans sa mâchoire. Il serra des mains, offrit une chaleur feinte et évita le regard de quiconque pourrait poser de vraies questions. Puis, le modérateur annonça une brève session de questions-réponses. Le sourire de Christophe se figea. Un homme, près du premier rang, se leva. Pas un journaliste, pas un activiste, un grand donateur, de la vieille noblesse, la voix calme. Cette question s'adresse à monsieur, dit-il. Concernant le cadre éthique adopté par l'entreprise lors de ses premières levées de fonds, pouvez-vous confirmer si les clauses relatives à la conduite des dirigeants ont été activées lors de l'actuel audit interne? La salle devint silencieuse. Le pouls de Christophe s'accéléra. Il scruta les visages autour de lui, cherchant un signal, une bouée de sauvetage. Aucune ne vint. Ce cadre est confidentiel, répondit-il, optant pour la fermeté. Les affaires internes ne devraient pas faire l'objet de spéculations en public. L'homme hocha la tête. C'est entendu. Alors peut-être pourrez-vous clarifier si les remboursements personnels chevauchant des relations non divulguées constituent un conflit d'intérêts selon ce même cadre? Un murmure parcourut la foule. Discret, contenu, indéniable. Christophe sentit la chaleur lui monter au cou. Puis il ouvrit la bouche, et la referma. Toute réponse confirmerait ce que le silence disait déjà. Sur le côté de la salle, un membre du conseil d'administration se leva. Non pour accuser, mais pour conclure. Par souci de transparence, déclara-t-il d'une voix égale. L'entreprise publiera un communiqué à l'issue de la soirée. C'était tout. Pas de cris, pas de révélations scandaleuses, juste un alignement. La vérité placée là où elle ne pouvait plus être ignorée. Christophe força un hochement de tête, un geste raide, cérémonial. Les applaudissements suivirent. Clairsemés, polis, obligatoires. Les caméras saisirent l'instant où son sourire se fendilla, juste ce qu'il fallait. À l'extérieur, les lumières de Paris brûlaient d'un éclat constant, indifférentes à l'effondrement. À l'autre bout de la ville, Nathalie regardait la retransmission en direct sans le son. Elle ne sourit pas. Elle ne tressaillit pas. Elle referma simplement son ordinateur quand ce fut terminé. L'exposition ne visait pas l'humiliation.
Elle visait à dissiper l'illusion. Christophe avait bâti son pouvoir sur le contrôle de pièces comme celle-ci. Ce soir, une seule question posée au bon endroit par la bonne voix lui avait arraché ce contrôle, et il n'y aurait aucun moyen de réécrire ce que tout le monde avait déjà vu. Le lendemain du gala, Christophe se réveilla dans une ville différente. Elle semblait la même depuis les baies vitrées de son appartement, l'acier, le verre, l'ambition s'élevant vers le ciel, mais elle ne lui répondait plus. Son téléphone était plein, et pourtant vide. Les messages arrivaient soigneusement formulés, dépouillés de toute loyauté. Des réunions étaient repoussées. Des appels étaient redirigés. Le langage du pouvoir avait changé en une nuit. Dans la matinée, une notification de calendrier apparut. Session extraordinaire du Conseil. Présence requise. Aucun ordre du jour en pièces jointes. Christophe arriva en avance, vêtu avec plus de soin que d'habitude, comme si la précision vestimentaire pouvait encore imposer le respect. La salle du conseil lui parut plus froide qu'avant. Les sièges étaient occupés, mais l'énergie était vacante, procédurale. Le président ne perdit pas de temps. « Christophe, dit-il en croisant les mains. Ce n'est pas disciplinaire. C'est structurel. » Christophe ricana légèrement. Vous surréagissez à une question d'image. Il ne s'agit pas d'image, répliqua le président. Il s'agit d'exposition et de risque. Un dossier glissa sur la table vers lui. À l'intérieur se trouvaient des documents que Christophe avait déjà vus. Seulement, maintenant, ils s'étaient agencés différemment. Les calendriers concordaient, les schémas étaient surlignés, le vocabulaire resserré. Avec effet immédiat, poursuivit le président. Votre autorité exécutive est suspendue dans l'attente de la décision finale. Une direction intérimaire a été nommée. Christophe le dévisagea. Vous m'écartez. Nous écartons l'incertitude, ajouta un autre membre du conseil. Vous l'êtes devenu. Les mots frappèrent plus fort que n'aurait jamais pu le faire la colère. Christophe se leva brusquement. Cette entreprise existe grâce à moi. Elle existe en dépit de vous, désormais, répondit calmement le président. Un silence s'ensuivit. Définitif, administratif, irréversible. Christophe quitta le bâtiment par une sortie de service. Pas de caméra, pas de public, juste des portes vitrées se refermant derrière lui, le verrouillant hors du monde qui tournait jadis autour de sa signature. De l'autre côté de la ville, Nathalie reçut la mise à jour par un email d'une seule phrase. Pas de célébration, pas de soulagement, juste une confirmation. Elle ferma son ordinateur et emmena son fils à l'école, lui tenant la main un peu plus longtemps au passage piéton. La ville s'agitait autour d'eux, ignorant qu'un empire venait de vaciller. Christophe passa l'après-midi seul, arpentant des pièces qui semblaient soudain ornementales. Il repassa chaque décision, chaque supposition, cherchant le moment où tout avait basculé. Il ne réalisait pas encore que la chute n'était pas une punition. C'était une conséquence. Le pouvoir ne lui avait pas été arraché violemment. Il s'était simplement retiré parce que trop de gens avaient cessé de croire qu'il le méritait. Et une fois que la croyance s'éteint, rien de ce qui est bâti dessus ne peut rester debout. Élodie fit les cartons de son appartement en silence. Il n'y eut ni larmes, ni appel téléphonique dramatique, ni amis accourant avec compassion. Juste des boîtes soigneusement empilées près de la porte et le sourd bourdonnement de la ville à l'extérieur, toujours aussi indifférente. Le bail prendrait fin dans 2 semaines. Les invitations avaient cessé d'arriver bien avant. Son téléphone vibra une fois. Une alerte d'une application financière lui rappelant un solde qui n'avait pas changé depuis des jours. Elle la ferma sans lire. L'argent n'avait jamais été la véritable monnaie qu'elle convoitait. C'était l'accès, la visibilité, la sécurité par association. Et désormais, rien de tout cela n'existait plus. Christophe n'avait pas appelé depuis que la décision du conseil était devenue publique. Ni pour s'expliquer, ni pour s'excuser, ni même pour demander ce qu'elle comptait faire. La distance entre eux s'était solidifiée en quelque chose de permanent, comme du verre qui refroidit après s'être brisé. Élodie fit défiler d'anciens messages, remarquant ce qui lui avait échappé auparavant. À quelle fréquence elle avait comblé les silences.
À quel point il s'était rarement engagé dans quoi que ce soit qui puisse être retenu contre lui. Pas de délai, pas de promesse, pas de risque partagé. Elle ferma la discussion. Dans un café près de la Seine, elle rencontra une recruteuse qui lui parla poliment mais vaguement. « Votre parcours est intéressant, » dit la femme. « Mais compte tenu des circonstances, les entreprises font preuve de prudence. » Prudence. Ce mot suivait Élodie partout maintenant. Ce soir-là, elle passa devant un hôtel familier, celui où elle s'était tenue pieds nus, croyant entrer dans une nouvelle vie. Les vitrines lui renvoyèrent son reflet, composé, seul, inchangé. Pour la première fois, elle laissa la vérité s'installer sans résistance. Elle n'avait pas été spéciale. Elle avait été utile. Et l'utilité a une date d'expiration à l'instant où les conséquences surviennent. Élodie rentra chez elle, scella le dernier carton et laissa ses clés sur le comptoir. Il n'y avait aucune victoire à revendiquer, aucune histoire à remodeler. Sa coopération lui avait acheté une mise à l'écart des retombées, mais rien de plus. Pas de protection, pas d'avenir écrit au nom de quelqu'un d'autre. En refermant la porte derrière elle, elle en comprit clairement le prix. Elle avait troqué son intégrité contre la proximité du pouvoir, et le pouvoir n'avait jamais eu l'intention de la soutenir pendant la chute. Dehors, Paris continuait de tourner. De nouveaux visages, de nouvelles histoires, de nouvelles ambitions se formant dans des lieux où elle n'entrerait plus. Élodie s'éloigna, plus légère qu'elle ne s'y attendait, car une fois l'illusion dissipée, il n'y avait plus rien à retenir. Et cela, elle le réalisa trop tard, était la fin la plus vide de toutes. Nathalie ne se sentait pas victorieuse. Cela la surprit. Les gros titres avaient changé. Le nom de Christophe apparaissait moins souvent à présent, dépouillé de ses titres, conjugué au passé. Des connaissances lui transféraient des articles comme s'il s'agissait de trophées. Des inconnus lui envoyaient de discrets messages d'admiration. Tout le monde s'attendait au soulagement, à la célébration, à la clôture du chapitre. Ce que Nathalie ressentait à la place, c'était de l'espace. Un samedi matin, elle emmena son fils au jardin du Luxembourg. Aucun programme, aucun appel en attente. L'air était vif, la lumière du soleil découpant des lignes nettes à travers les arbres. Il courait devant, chassant les pigeons, riant sans se retourner pour vérifier si elle regardait. Elle regardait, toujours. Ils s'assirent sur un banc près du grand bassin, partageant une crêpe achetée à un kiosque. Ordinaire, banal. Parfait. Tu souris plus, dit son fils en balançant ses jambes. Nathalie le regarda. Ah oui. Il opina du chef. Comme avant. Avant. Le mot ne faisait plus mal. Cet après-midi-là, Nathalie déclina une invitation à prendre la parole lors d'un événement privé. Puis une autre. Et encore une autre. Elle ne se cachait pas. Elle choisissait. Il y avait une différence. Elle passa la soirée à réorganiser son appartement, non pour effacer le passé, mais pour le remodeler. Des photos déplacées, des dossiers archivés, un chapitre clos sans cérémonie. Lorsqu'elle retrouva un vieux carnet datant de plusieurs années, elle le feuilleta lentement. Des idées, des projets, des versions d'elle-même qu'elle avait repoussées. Aucune n'avait disparu. Nathalie se prépara un thé et s'assit près de la fenêtre alors que Paris plongeait dans la nuit. Elle ne pensait pas à Christophe, non par discipline, mais parce que son esprit n'y retournait plus naturellement. Le pouvoir l'avait quitté, et avec lui, sa gravité. Son téléphone vibra. Un court message d'Antoine. Rien d'urgent. Je voulais juste te dire que je suis heureux que tu respires mieux. Nathalie sourit. Elle ne répondit pas tout de suite. La paix lui avait enseigné que rien de significatif n'avait besoin d'être précipité. Plus tard, alors que son fils dormait, elle se tint dans le silence et écouta la rumeur lointaine de la circulation, son propre souffle régulier, et l'absence de cette tension qu'elle avait autrefois prise pour la vie normale. Nathalie n'avait pas gagné en détruisant qui que ce soit. Elle avait gagné en refusant de laisser les dégâts définir son avenir. Et ce choix, la décision de cesser de mener une guerre qui n'existait plus, fut le moment où sa vie redevint véritablement la sienne. La guérison n'arriva pas comme Nathalie l'avait jadis imaginé.
Il n'y eut pas de révélation soudaine, pas de scène cinématographique de pardon ou de libération. Ce qui vint à la place, ce furent de petites décisions répétées chaque jour jusqu'à ce qu'elle refaçonne sa vie de l'intérieur. Les matins de semaine, après avoir accompagné son fils à l'école, Nathalie s'arrêtait au même café, commandait la même boisson, s'asseyait à la même table d'angle et ouvrait un livre qu'elle possédait depuis des années sans jamais avoir eu le temps de le lire. Pas pour s'évader, pour se rappeler ce que l'on ressent quand on pense sans être interrompu. La guérison, apprit-elle, était une discipline. Certains jours étaient plus faciles que d'autres. Il y avait des matins où un vieux souvenir remontait inopinément. Une phrase que Christophe avait l'habitude de prononcer, un ton qui la faisait autrefois se recroqueviller. Lorsque cela arrivait, Nathalie ne luttait pas contre. Elle l'acceptait, puis le laissait passer. La douleur n'exigeait de l'attention que lorsqu'elle était ignorée. Elle reconstruisit ses routines avec soin. Faire de l'exercice non pour punir son corps, mais pour s'y sentir présente. Travailler, non pour prouver quoi que ce soit, mais pour engager de nouveau son esprit. Les soirées passées à cuisiner des repas simples, à écouter son fils décrire sa journée avec des détails vifs et sans filtre. « Tu as l'air calme », lui dit-il un soir. Comme quand on est allé à la plage. Nathalie sourit. Calme. C'était le mot qu'elle cherchait sans le savoir. Il y avait des invitations qu'elle déclinait et des opportunités qu'elle remettait à plus tard. Guérir ne consistait pas à remplir le vide aussi vite que possible. Cela consistait à choisir ce qui méritait d'y entrer. Tard un soir, Nathalie ouvrit son ordinateur et relut le dossier qui avait tout déclenché. Les dates, les faits, la précision. Elle le ferma doucement et l'archiva. Pas effacé. Juste placé là où il appartenait, dans le passé. Elle réalisa alors que la guérison ne consistait pas à oublier ce qui s'était passé. Elle consistait à ne plus avoir besoin d'y retourner pour se sentir entière. Nathalie éteignit l'ordinateur et plongea la pièce dans l'obscurité. L'appartement lui semblait chaleureux, ancré, le sien. Aucune tension ne s'attardait dans les murs. Aucune voix ne résonnait là où elle n'avait pas sa place. La guérison ne l'avait pas rendue plus douce. Elle l'avait rendue plus lucide. Et cette lucidité, elle le comprenait maintenant, était la forme de paix la plus solide qu'elle ait jamais connue. Nathalie ne cherchait pas l'amour. Ce fut la première différence. Elle s'en rendit compte par une soirée ordinaire, après que son fils se fût endormi et que l'appartement eût retrouvé son calme coutumier. Son téléphone vibra, non avec urgence, non avec attente, mais avec un message qui n'exigeait rien d'elle. C'était Antoine. « Je suis dans le coin. Si tu as envie de marcher, je suis libre. Sinon, pas de souci. Aucune pression, aucune présomption. » Nathalie y réfléchit un instant, puis répondit « oui ». Ils se retrouvèrent dans une rue calme. La ville adoucie par le crépuscule. Antoine ne fit aucun commentaire sur son apparence et ne lui demanda pas comment elle tenait le coup. Il se contenta de marcher à ses côtés, s'adaptant à son rythme sans chercher à diriger. Ils marchèrent sans but. Devant les vitrines fermées sous les lampadaires qui bourdonnaient doucement au-dessus de leur tête. La conversation vint par bribes, sur le travail, sur des livres, sur rien d'important. Cette aisance la surprit. À un moment, Nathalie s'arrêta. « Tu sais que je n'ai pas besoin d'être sauvée, » dit-elle, non pas sur la défensive, mais avec clarté. Antoine acquiesça. « Je sais. C'est pour ça que je suis là. » Les mots résonnèrent différemment de ce que les promesses avaient jamais pu faire. Ce n'était pas une offre, c'était une position. Il lui parla de ses propres erreurs passées, non comme des confessions, mais pour donner un contexte. Elle partagea des fragments de son histoire sans les édulcorer pour le mettre à l'aise. Il n'y avait aucune urgence à réparer quoi que ce soit. Aucun avenir négocié à l'avance. Lorsqu'ils atteignirent son immeuble, Antoine ne supposa pas qu'il était invité à monter. Il ne s'attarda pas, « à bientôt », dit-il. Pas « à très vite ». Pas « à demain ». Juste « à bientôt ». Nathalie le regarda s'éloigner et ressentit quelque chose de nouveau. La sécurité sans la dépendance. Dans les semaines qui suivirent, leur lien grandit discrètement.
Des dîners lorsque leurs emplois du temps le permettaient. De longues conversations qui s'achevaient sans épuisement. Son fils l'aimait bien. Non pas parce qu'Antoine essayait de lui plaire, mais justement parce qu'il n'essayait pas. Un soir, alors que Nathalie bordait son fils, il lui demanda « Est-ce qu'Antoine reste dormir ?»« Non, répondit-elle. Il rentre chez lui. » Son fils sourit, endormi. « C'est bien. Il revient toujours quand même. » Nathalie comprit alors ce qui rendait cela différent. L'amour n'était pas offert comme un palliatif à la douleur. Il arrivait comme un supplément à une vie déjà reconstruite. Pour la première fois, Nathalie ne choisissait pas un homme pour combler un vide ou stabiliser son monde. Elle choisissait quelqu'un parce que son monde était enfin assez stable pour être partagé. Et cela, réalisa-t-elle, était le seul type d'amour qui valait la peine d'être accepté. Christophe apprit qu'elles ont fait le silence après la chute. Ce ne fut pas dramatique. Pas de sirène, pas de foule, juste des pièces vides et des messages sans réponse. L'appartement résonnait maintenant, dépouillé du rythme qui le validait autrefois. Son téléphone fonctionnait toujours, mais il ne commandait plus. Les noms qui répondaient jadis immédiatement avaient été remplacés par des délais polis et une distance formelle. Il se répétait que c'était temporaire, mais le temps continuait d'avancer sans lui. Lorsque la décision finale du conseil d'administration tomba, ce fut par un bref email, sans négociation, sans appel possible. Le vocabulaire était net, irréversible. Christophe ferma son ordinateur et fixa l'horizon parisien qu'il ne façonnait plus. Le pouvoir ne lui avait pas été volé. Il avait expiré. À travers la ville, Nathalie se tenait dans une pièce baignée de soleil, attachant un simple collier avant de quitter son domicile. Sa vie s'était rétrécie de la plus belle des manières. Moins de distractions, moins de compromis, des matins plus clairs. Antoine l'attendait en bas, adossé à la rambarde, patient et présent. Il ne précipitait rien. Il n'en avait pas besoin. Des mois plus tard, par une après-midi paisible au bord de l'eau, Antoine lui posa une question sans le moindre artifice. Pas de public, pas de mise en scène, juste une certitude. Nathalie dit oui sans hésitation. Non pas parce qu'elle avait besoin de sécurité, mais parce qu'elle reconnaissait un partenaire. Son fils marchait entre eux, leur tenant la main, insouciant des symboles. Il avait appris une chose essentielle en regardant sa mère reconstruire sa vie. Pas bruyamment, pas amèrement, mais honnêtement. Christophe finit par apprendre la nouvelle, pas directement. Elle lui parvint comme tout le reste désormais, filtrée, lointaine, définitive. Il ressentit alors quelque chose qui le surprit. Ni colère, ni regret pour avoir perdu Nathalie, mais pour l'avoir sous-estimée. Il avait cru que le pouvoir signifiait possession, contrôle, permanence. Ce qu'il n'avait jamais compris était ceci, les choses qui comptent le plus ne peuvent être possédées, et les personnes qui comptent le plus ne peuvent être gérées. Nathalie n'avait pas gagné en lui prenant quoi que ce soit. Elle avait gagné en se préservant elle-même. L'amour était revenu dans sa vie, non comme un sauvetage, mais comme une reconnaissance. La paix était arrivée non comme une fuite, mais comme un alignement. Et la justice n'avait pas rugi. Elle s'était posée silencieusement, exactement là où elle devait être. Christophe vivait avec les conséquences de ses choix. Nathalie vivait avec les récompenses des siens. À la fin, ce qui restait était d'une absolue simplicité. Un homme perdit tout ce qu'il pensait le définir. Une femme gagna tout ce qu'elle avait toujours été. C'est ainsi que cette histoire se referme, dans un murmure. Car les drames de pouvoir et les trahisons ne font que masquer une vérité bien plus intime, propre à chacun de nous. Comme l'a si bien écrit Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, vous avez le pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Nathalie n'a pas guéri en frappant plus fort ou en criant plus haut. Elle a guéri en choisissant la clarté, la dignité et la paix lorsque le chaos l'invitait à devenir amer. La justice ne se manifeste pas toujours dans le bruit. Parfois, elle s'établit dans le silence, inéluctable, rappelant à ceux qui savent l'entendre que quitter les cendres avec son intégrité intacte n'est jamais une défaite. C'est le plus beau des commencements.